Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le tour de l'actualité locale. Il est 18 h si vous nous rejoignez en direct et voici donc les principaux titres. Si Plaisir et Villepreux travaillent déjà ensemble dans le cadre de la future intercommunalité, les rapports sont toujours tendus avec leurs autres partenaires. Les Clés-sous-Bois, nouvelle réunion ce matin en mairie de Plaisir pour présenter les statuts qui seront votés ce jeudi soir dans les conseils municipaux. L'occasion pour les deux élus de pousser un coup de colère contre certains propos tenus par Véronique Cotté-Millard, la maire donc des Clés-sous-Bois. Un rapport difficile également entre la FCPE et la ville de Montigny-le-Bretonneux. La fédération de parents d'élèves reproche à l'équipe municipale de ne pas mener correctement les débats autour des rythmes scolaires. Et puis l'association Agissez contre la violence morale à Maurepas, une nouvelle fois dans le rouge. Les subventions manquent. Sa présidente s'en remet à la solidarité. Il manque 10 000 € pour finaliser le budget. Et on débute donc avec cette information. Hier devait se tenir le conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Un conseil important puisque figurait à l'ordre du jour le vote du budget 2014. La réunion a finalement été reportée. L'intersyndicale qui manifestait devant la faculté des sciences hier mercredi à Montigny, vous le voyez, a empêché la tenue de ce conseil, a interpellé le président de l'université Jean-Luc Vessière pour lui demander d'assumer un budget en déficit sans restriction budgétaire. Et c'est par un communiqué en fin de journée que la présidence de l'université s'est exprimée. Je vous lis cet extrait du communiqué. Afin d'accompagner les efforts importants de la communauté universitaire, un soutien accru de l'État en matière de dotation et d'emploi est urgent. Ce sont les propos du président de l'université. Faute de cela, l'hypothèse d'une fermeture en février après les examens du début d'année n'est pas à exclure. Le président qui évoque donc ce soir la possibilité de voir fermer cette université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Rappelons qu'elle affiche un déficit de 5 millions d'euros. Un nouveau conseil d'administration doit se tenir en janvier. Le 1er janvier prochain, les villes devront toutes intégrer une intercommunalité. Dans certains cas, cela coince, et même beaucoup. C'est le cas pour l'intercommunalité entre Plaisir, Villepreux et les Clés-sous-Bois. Dans cette dernière commune, la maire Véronique Cotté-Millard, maire UDI, n'a participé à aucune réunion. Les deux autres élus sont agacés. Catherine Zulato et Elodie Moine pour les précisions. On ne peut pas se mettre à l'index comme ça et dire bah non, moi je fais mon petit bonhomme de chemin dans mon coin, c'est pas possible. Je suis désolée, c'est pas un exemple à donner. La maire de Plaisir est en colère contre Véronique Cotté-Millard, son homologue des Clés-sous-Bois, qui ne veut pas intégrer la communauté de communes que ces villes doivent constituer avec Villepreux. Un mariage à trois qui débute bien mal. Et si jusqu'à présent le ton était amical, un article publié dans le journal municipal des Clés-sous-Bois a jeté de l'huile sur le feu. On a constaté des propos qu'on ne peut pas accepter, des propos venant des Clés-sous-Bois qui sont des propos de critique portés sur la ville de Plaisir et sur Villepreux également, des propos évoquant des sommes qui incomberaient aux Clésiens si effectivement les Clés rentraient dans cette intercommunalité, des chiffres de 1 million d'euros. C'est complètement erroné et puis je n'accepte pas non plus qu'on puisse dire que Plaisir est une ville surendettée. On n'a jamais dit que la ville de Plaisir était endettée dans le journal. Vraiment, il faudrait me montrer la ligne parce que j'ai pas de souvenir. Par contre, effectivement, que nous pourrions éventuellement perdre une partie des recettes de One Nation qui pourrait s'élever à 1 million d'euros. Et effectivement, quelque chose qu'on a écrit puisque c'est une réalité. Ça pourrait devenir une réalité. J'aimerais qu'on garde beaucoup d'élégance dans cette création d'intercommunalité et de compréhension et puis surtout d'ambition politique et surtout savoir que quand on est élu, on a des responsabilités, on doit appliquer la loi. Car l'intercommunalité entre ces trois villes est actée depuis le 23 septembre. Avec ou sans la participation des Clés, elle continue à se nouer. Son nom a été dévoilé ce mercredi, communauté de communes de l'Ouest parisien, et un projet de statut présenté avec 2 compétences d'études liées au développement économique et au transport. Nous avons convié la ville des Clés à chaque réunion. À chaque fois, il y a eu un transfert d'informations qui a été fait. Les comptes rendus ont été fournis à la ville des Clés-sous-Bois. Nous n'avons jamais eu le moindre retour. Et on a même senti un blocage où il y avait une volonté de ne pas nous transmettre la moindre information. Plaisir et Villepreux tiendront leur conseil municipal jeudi pour entériner les statuts de cette nouvelle intercommunalité. Une première réunion des nouveaux élus communautaires est prévue courant janvier. Reste à savoir si la ville des Clés-sous-Bois y participera. On n'a jamais été confié à une réunion de travail. Sur les statuts, aucune réunion. Vous n'avez été convié à aucune réunion. Non. Je m'oppose à cette strate supplémentaire et qui n'apportera pas de valeur ajoutée aux habitants,
qui va apporter forcément une fiscalité additionnelle et éventuellement une baisse de recettes pour la ville. Donc nous y opposons. Nous y opposons aussi parce que c'est une coquille vide aujourd'hui. Une affaire donc encore à suivre. À la rentrée scolaire 2014, l'ensemble des villes yvelinoises devront appliquer la réforme des rythmes scolaires en pleine concertation. À Montigny-le-Bretonneux, la FCPE considère que les conditions de la représentation des parents ne sont pas aujourd'hui réunies au sein des comités de travail. État des lieux de cette situation avec Anthony Reich et Olivier Maniscalco. Vendredi dernier, le comité technique travaillant sur la réforme des rythmes scolaires à Montigny-le-Bretonneux vote un temps périscolaire d'1h30 réparti sur 2 jours. 2 fois par semaine, les enfants finiront à 15h. Un vote réalisé sans la FCPE qui n'a pas siégé faute de suppléants disponibles. On ne veut surtout pas couper le contact avec ce qui se passe en comité. Donc on continue à recevoir les emails et on réagit aux emails, mais on aurait vraiment besoin que les réunions se fassent à partir de 17h. Et c'est ce qui se fait dans d'autres communes. Le maire Enimontin doit encore entériner la décision et la transmettre au directeur académique. En vue de l'application de la réforme, 2 comités travaillent depuis janvier dernier. Membre du comité technique, la FCPE demande à intégrer celui dit de pilotage, là où semble être menée la réflexion et la prise de décision selon la fédération de parents d'élèves, qui réclame des horaires de réunion adaptés à 17h et non pas en pleine journée. Tout comme les autres fédérations, il y a aussi un suppléant. Ils ont siégé tout le temps quand même, depuis le début. Enfin, j'ai repris tous les comptes rendus, etc. Et tout le monde a été présent. Voilà, donc c'est nous faire un petit peu un mauvais procès d'intention, mais bon. À la rentrée 2014, les enfants enimontins devraient travailler le mercredi matin avec des matinées plus longues pour profiter de leur capacité de concentration. La réforme des rythmes qui doit donc s'appliquer dès le mois de septembre 2014, sauf bouleversement à l'issue des élections municipales. Et dans votre commune, comment cela va s'organiser? Quels sont les changements qui vous attendent? La consultation se passe-t-elle tout simplement bien? Quelques réponses avec ce micro-trottoir. Je fais partie des parents d'élèves, donc moi oui forcément, et on essaye de tout faire pour que les parents soient au courant, mais effectivement c'est assez compliqué. Pour le moment, on n'en sait pas plus que ça. Donc maintenant, on verra l'année prochaine comment ça se déroulera. Oui, enfin, il faut aller chercher l'information, mais l'information est là. Ouais, il suffit de. Donc, mais là, on a de toute façon, comme ça va passer au conseil à la mairie, en fonction des trucs de l'académie, il y a la réponse. Je sais qu'il y a une proposition qui est faite par la mairie, et on verra si l'inspection d'académie va valider ça ou pas. Je ne sais pas exactement comment ça va passer ici à Montigny. Mais vu que Victor il a des activités le mercredi, je ne sais pas comment ça va passer. Si ce sera le samedi ou la journée après l'école. D'accord. Donc je voudrais plus savoir, oui. Pour l'instant, on n'est pas du tout informés. On nous a rien dit, on nous a rien donné, rien. Et comment ça va se passer alors pour vous Je sais pas, on attend. Il y a eu un début d'explication. Après, on va voir. De toute façon, on a encore 1 an pour voir ça. Et voilà. L'invité du 7-8 L'Actu ce soir, c'est Chantal Paoli-Texier. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, présidente de l'association Agissez contre la violence morale intrafamiliale et le stalking, basée à Maurepas. Vous êtes venue ce soir, malheureusement ce n'est pas la première fois, à nous parler des difficultés financières de l'association. Pour la 2e année, votre association qui est confrontée à une situation d'urgence financière. Quel point on peut faire aujourd'hui? Combien vous manque-t-il et puis pourquoi? Alors, il nous manque environ 10 000 euros. Pourquoi? C'est toujours le problème de la baisse des subventions et du manque d'entrée. On n'a pas eu le temps de finaliser nos projets d'autonomisation financière et donc on dépend encore de la générosité des gens. Quel est le budget aujourd'hui? Comment ça fonctionne? Quelles sont les aides que vous recevez? Nous avons 2 salariés, un budget qui tourne autour de entre 70 000 et 90 000 euros avec des emplois tremplins. Donc ça, c'est une grosse aide, mais emploi tremplin qui arrive en fin de vie. Donc là, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'un salaire chargé, c'est pas du tout le même coût. Avec des subventions du Conseil général, du Conseil régional, des communes, de la CAF, du SDFE, donc de l'État et de différents organismes. Malheureusement, ces subventions, nous ne sommes pas les seuls à subir cette baisse drastique des subventions, mais ces subventions l'ensemble des partenaires diminuent. Oui, la participation toujours. Et on se retrouve chaque année confronté à la même difficulté, à peu près aux mêmes périodes. C'est un tournant
un tournant sur l'année suivante à faire qui est toujours difficile. 2012, vous aviez aussi lancé un appel, cela avait plutôt bien fonctionné puisque Oui. vous aviez fait appel à la générosité des gens et ça avait fonctionné, Oui. ça avait permis de maintenir les activités. Combien vous aviez réussi Alors, à réunir on n'avait à l'époque? pas réuni énormément de dons parce qu'à l'époque, nous n'étions pas reconnus d'intérêt général. Donc, lorsque l'appel a été lancé, les gens ne savaient pas qu'ils allaient pouvoir déduire leurs dons. Des impôts. Voilà, c'est ça qui change tout. Hein, ça change tout cette année parce que maintenant, maintenant, nous sommes reconnus d'intérêt général et donc les dons sont déductibles des impôts à 66%, je crois. Donc, pour un don de 60 €, ça revient à donner 20 €. Quoi. Et il vous manque aujourd'hui, je le rappelle, 10 000 €. De toute façon, les coordonnées s'affichent à l'écran. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez aider cette association. On va revenir sur le travail que vous menez, bien évidemment, pour bien comprendre son importance. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous souhaitez avoir plus d'autonomie en pérennisant, par exemple, pour pérenniser les revenus, en mettant en place des formations. Enfin, comment tout cela fonctionne? Comment vous allez réussir à être un peu plus autonome? Alors, il y a effectivement le développement des formations. Alors, les formations, comment dire, avec deux cibles. C'est pas très joli les cibles, mais enfin bon. La formation des professionnels qui commence, qui est balbutiante pour l'instant, et la formation, alors plus façon développement personnel pour les personnes en situation de fragilité. La formation s'appelle « Faire face aux personnalités difficiles ». Voilà. Et donc, on est en train de véritablement développer cet aspect-là du travail de l'association. On y croit beaucoup. Il faut simplement que le message passe et que la communication se fasse à ce sujet-là. Et ça permettrait de faire rentrer des fonds pour l'association. Tout à fait, tout à fait. Ça nous permettrait enfin pas d'autonomiser complètement, mais disons de pouvoir fonctionner. Parce que on a sorti un livre en mars 2013, La violence morale au quotidien, et depuis la sortie de ce livre, il est vrai que les demandes ont augmenté. Très sensiblement, même plus que sensiblement. Le problème, c'est pouvoir assurer la survie de l'association. Ça veut dire travailler à l'aide à autrui avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui est vraiment pas très confortable. Aujourd'hui, vous devez refuser l'aide à certaines personnes qui viennent vous voir? On refuse jamais. Mais c'est vrai que du fait de demander une participation financière, ça peut bloquer certaines personnes. Même si on fait énormément de facilités, c'est vrai que du coup, on ne peut pas être de service public. AJC intervient auprès des victimes de violences morales contre le harcèlement. Vous l'avez dit, malheureusement, vous ne manquez pas de travail. C'est même ce qui explique en partie ces difficultés financières, victimes de votre succès. Malheureusement, on va faire un point plus précis sur les activités d'AJC après ce court spot publicitaire réalisé pour lutter contre la violence morale. Cette femme, c'est un vrai boudin. Rien ne lui va. Elle fait tout pour se faire draguer. C'est une vraie traînée. Cette femme a des copines, mais elles sont aussi connes qu'elle. Cette femme, c'est la mienne. Ne laissez aucune violence s'installer. Réagissez. Appelez le 3919. Voilà, et puis bien sûr, il y a le travail des associations. Nous parlons de l'association AJC ce soir. Et juste une petite parenthèse, parce que là, on a regardé un court spot qui a été réalisé notamment par le gouvernement pour lutter contre les violences. Ils sont très rares, ces spots. C'est assez surprenant. Sur la violence morale, oui. Il y a, les spots traitent beaucoup plus, effectivement, de la violence physique. Campagne de sensibilisation là-dessus. Très peu, malheureusement. Ce n'est pas le cas en Belgique, c'est ce qu'on disait en antenne. Il y a une campagne absolument fabuleuse et extrêmement pertinente qui s'appelle Fred et Marie, qu'il ne faut pas hésiter à regarder parce que, effectivement, je pense que quand on la regarde, on comprend tout. Alors que le spot que vous avez diffusé est peut-être un peu moins représentatif. En tout cas, les victimes de l'association ne se sont pas complètement reconnues dans cette présentation. On parle ce soir avec la présidente d'AJC contre les violences morales et le stalking. Vous le disiez tout à l'heure, juste avant qu'on regarde ce spot, vous avez de plus en plus de travail. Cela s'explique comment? C'est le succès, la notoriété de votre association qui explique que les gens viennent vous voir, ou alors, véritablement, aujourd'hui, les violences morales sont en hausse, globalement, dans la société? Non, qu'elles soient en hausse dans la société, je ne crois pas. Simplement, c'est vrai que depuis la loi du 9 juillet 2010, il y a quand même 2 délits, le délit de violence psychologique, le délit de harcèlement. Et ça a
libéré la parole. Ça a libéré la parole. Et du coup, c'est vrai que les victimes osent beaucoup plus porter plainte ou entreprendre des démarches, en tout cas, pour essayer de faire reconnaître leur victimisation. Et quand c'est pas faire reconnaître leur victimisation par l'intermédiaire de la justice, c'est au moins être reconnu en tant que victime et pouvoir faire une démarche de reconstruction. Et nous, ce qu'on développe vraiment de plus en plus, c'est la démarche de reconstruction. Est-ce que les structures comme les vôtres sont nombreuses ? Comme la nôtre, au niveau de la violence morale, non. Il existe beaucoup d'associations de lutte contre les violences conjugales physiques qui accueillent des femmes victimes de violences psychologiques aussi. Mais les retours que nous avons, c'est que les victimes de violences psychologiques ne se connaissent pas complètement dans le suivi qui est proposé par ces associations-là, alors que nous, on a un suivi très spécifique. Et puis, on a une particularité, c'est d'accueillir des hommes et des femmes, et donc de proposer des ateliers et des groupes de parole mixtes qui sont extrêmement riches de cette, justement, mixité. Combien de personnes vous suivez aujourd'hui ? Personnellement, moi, j'en suis un peu plus de 50. Alors, pas au jour le jour, mais pratiquement quand même. Et à l'échelle de l'association ? À l'échelle de l'association, il doit y avoir 200 membres à peu près, mais qui ne demandent pas tous le même suivi. C'est vraiment... il y a des personnes qui n'ont besoin que d'un suivi extrêmement ponctuel, alors que d'autres ont besoin d'un suivi beaucoup plus complet. Et juste pour conclure, si jamais votre association devait fermer, toutes ces personnes se retrouveraient sans solution. Oui. Le message est clair. Merci d'être venu, Chantal Paoli-Texier, sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Parler du travail de votre association. Nous poursuivons cette édition du 7-8 L'Actu avec Jean-Marc Sauvé, le vice-président du Conseil d'État qui était en visite ce lundi à la Cour administrative d'appel de Versailles. C'est la dernière année des 8 cours d'appel que compte le territoire national. Elle a été créée en 2004 et en 10 ans, elle a été confrontée à une augmentation considérable des requêtes, passant de 2000 à ses débuts à plus de 4000 aujourd'hui. Elle compte dans son ressort 5 départements, dont celui des Yvelines. Jean-Marc Sauvé a visité les locaux, il a rencontré les juges, les greffiers ou encore les magistrats. Chaque mois, il visite une ou deux juridictions administratives. Elles sont au nombre de 52 en métropole et outre-mer. On administre bien un ordre de juridiction que si on se rend sur place pour rencontrer les acteurs. Et par exemple, aujourd'hui à Versailles, eh bien, on a d'abord une réunion, comme on le fait toujours, avec le président et les présidents de chambre de la Cour d'appel, ainsi que le greffier en chef, pour faire le point sur la situation de la juridiction, ce que sont des questions, des problèmes, des projets. Culture, depuis 20 ans maintenant, Yves Live participe au développement des musiques actuelles dans le département. La sélection d'artistes organisée par le Centre de ressources yvelinois par la musique, le CRI, a accompagné des dizaines de groupes. Pour célébrer cet anniversaire, ces 20 ans, certains groupes se sont reformés pour l'occasion. Aurélia Debussy et Jonathan Villeman. Pas moins de 132 groupes et 660 musiciens ont été accompagnés dans le développement de leur carrière d'artiste, et ce, grâce au dispositif Yves Live. Créé par le Centre de ressources yvelinois pour la musique, plus communément appelé le CRI, Yves Live fête cette année ses 20 ans, bien entendu en musique. C'est au Café de la Plage à Maurepas que se clôture 4 jours de célébration, un concert où le public a pu assister aux reformations exceptionnelles de certains groupes. Grand moment d'émotion dans toutes les soirées, c'était vraiment super. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a qui ont vraiment joué le jeu de se reformer pour l'occasion, pour certains jusqu'à 15 ou 20 ans après. Et ça fait, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail pour eux finalement. Et voilà, quoi, ça fait beaucoup de souvenirs qui rejaillissent tout d'un coup. Ils étaient là, ce soir, ils étaient là. C'est presque une grande famille publique, surtout dans la région. Puis c'est sympa de se dire on faisait de la musique à l'époque avec ce groupe-là, et que des gens du coin reviennent voir le groupe. Ils n'ont pas oublié l'ambiance qu'il y avait, quoi. Notre éclairagiste qui était là, Bélec, donc big dédicace à Bélec, qui était là ce soir aussi avec nous. On avait déjà fait une reformation il y a 2 ans. Déjà pour Turbulence, qui fait partie du réseau du CRI d'ailleurs. On avait le plaisir de se revoir encore une fois de toute façon. Ouais, ce qu'il y a, c'est que nous on était des potes, donc ça a été facile, parce que quand on s'est appelé pour se dire on rejoue ensemble, forcément de rejouer avec des potes, on a vécu vraiment des bons moments avec ce groupe-là, donc
Ça a été facile, après plus difficile parce qu'il y en a qui habitent à Toulouse, à Laval, à Brest. Ça a été plus difficile au niveau de la distance des uns et des autres, quoi. Dès qu'il y a une occasion de se reformer, on sera là, oui, effectivement. Ouais. Je pense qu'il y a ce plaisir qui reste là tout le temps. C'était génial, surtout qu'on ne se voit pas pendant super longtemps. Là, ils sont tous revenus et voilà. On est tous là, il y a tous les copains, tout le monde est venu rien que pour eux et c'est super chouette. C'est toujours autant le même dynamisme, le même enthousiasme et puis nous on les suit toujours autant. Donc non vraiment c'était, vous voyez hein, un peu chaud, on a dansé, on a chanté, pareil, il y a 10 ans mais c'est toujours pareil. L'Alsace à Rambouillet, changement de décor, c'est jusqu'au 5 janvier dans le cadre d'un festival de Noël et entre 2 dégustations de spécialités et de vin chaud, la possibilité de pratiquer le patin à glace. Yolène Torres, Jonathan Villeman n'ont pas manqué l'occasion. Sur cette patinoire installée à Rambouillet, Nolan, accompagnée de sa maman, fait ses tout premiers pas sur la glace. Moi, je fais du patin à glace avec mes chaussures sur des patins à glace. Oh, c'est super, surtout qu'il y a la partie pour les petits où ils sont un peu protégés. Sacha, lui, a préféré laisser tomber les patins. Après plusieurs chutes, il s'est plutôt résigné à regarder les copains. Je suis tombé une quinzaine de fois, mais bon, c'est marrant, mais il y a un moment où il faut arrêter parce que ça fait mal, mais c'était marrant. Au centre de la patinoire, voilà. Bon, les enfants. Avec une vingtaine de bénévoles, Jacques fait fonctionner cette patinoire depuis maintenant 6 ans à l'occasion des fêtes. Bon alors Émilie, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est sympa, je suis pas très stable mais en travaillant on peut y arriver. Bon en tout cas, si comme nous vous voulez venir ici à la patinoire de Rambouillet, c'est tous les jours jusqu'au 5 janvier jusqu'à 19h. On s'y remet Émilie? C'est parti. Voilà, avec la participation de notre stagiaire de 3e. Jusqu'au 4 janvier, l'Office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines vous invite à plonger dans la magie des contes de Noël. On reste dans cette ambiance féerique avec un moment d'évasion en famille. Aurélia de Bissy et Elodie Moine. Mishka, Ernest, Célestine et bien d'autres amis se sont donné rendez-vous jusqu'au 4 janvier à l'Office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines pour présenter leurs contes de Noël. Les plus belles pages de ces albums ornent les murs, mettant ainsi en scène l'imagination des célèbres auteurs et illustrateurs de contes pour enfants. Un moment d'évasion en famille dans une ambiance cocooning et magique. Elle a été construite autour des contes traditionnels, donc on a essentiellement utilisé les illustrations. L'idée était vraiment de recouvrir l'ensemble des murs afin de créer justement cette atmosphère féerique. Vous avez la possibilité de lire de nombreux contes qui sont ici à disposition, qui ont été achetés pour l'occasion. Et puis après, on se balade, on s'imprègne un petit peu du décor, mais il n'y a pas forcément un itinéraire prédéfini. Ateliers créatifs, jeux de pistes et contes merveilleux sont à découvrir en entrée libre jusqu'au 4 janvier. Avant de terminer ce journal, sachez que le Conseil général des Yvelines a remis aux 80 communes lauréates les trophées yvelinois et les prix du concours des villes et villages fleuris de distinction qui récompensent leurs efforts d'embellissement. Parmi les vainqueurs cette année, Montigny-le-Bretonneux avec le trophée de la mairie fleurie, le trophée de l'équipement public également, ou encore la ville de Coignères avec son trophée de l'équipement public. Magny-les-Hameaux est de son côté première commune des Yvelines de 6 000 à 15 000 habitants au concours des villes et village fleuri. Et puis je vous rappelle cette autre information du début de ce journal, information de cette fin de journée suite au report du conseil d'administration de l'université de Versailles-Saint-Quentin hier en raison d'une manifestation de professeurs, d'élèves et de personnel. La présidence a annoncé dans un communiqué que l'aide de l'État pour faire face au déficit de plus de 5 millions d'euros était plus que nécessaire. L'option d'une fermeture de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en février est maintenant avancée. Toutes les réactions à suivre dans notre prochaine édition du 7-8 L'Actu. Rendez-vous donc demain dès 18h en direct pour en savoir plus et puis régulièrement sur notre site internet pour suivre les reportages. Minute après minute, le journal revient demain. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Aurélia de Bissy pour Kiosque, le magazine culturel de la rédaction.